Salut à tous, avec la fin de cette 17e et dernière journée des matchs allés, qui a commencé avec Lens, Le Havre-Lens plus exactement, et malgré une nouvelle défaite qui évidemment n'arrange pas du tout les Normands au classement, je dois dire que j'ai quand même trouvé des progrès dans la prestation havraise. Au niveau du jeu, des intentions, de l'attitude. Alors évidemment, je veux dire, l'effectif et l'équipe restent d'une immense faiblesse pour prétendre à rester en Ligue 1, mais le match d'aujourd'hui par rapport aux dernières prestations, on reste quand même un petit peu plus porteur d'espoir, d'autant plus que les Normands avaient ouvert le score par une nouvelle fois André Ayew. Malheureusement, quelques minutes plus tard, le dénommé Kouyalipou, alors lui, il va falloir que... Je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour me le mettre en bouche, celui-là. Kouyalipou a égalisé de la tête, sur un très joli centre de Sotoka. Et puis en deuxième période, évidemment, la pression lensoise s'est faite de plus en plus forte. Et la défense havraise a fini par lâcher sur un but spécial piston, centre de Frankowski pour une reprise de la tête de Machado. Je veux dire, compte tenu de ce qui se passe en ce moment à Lens, c'est une victoire qui tombe bien, mais pour le Havre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça va devenir très compliqué. Alors qu'il faut qu'ils se rassurent, il y en a pour qui c'est encore plus compliqué. C'est Montpellier qui avait un match vital à jouer à la Mosson contre Angers, qui est vraiment un candidat au maintien aussi. Et les Montpelliérains c'est même pas qu'ils se sont lamentablement inclinés, c'est qu'en plus dans ce match, on peut dire qu'ils se sont suicidés. Ils se sont suicidés dans le jeu, en étant menés 2-0 avec un doublé de Le Paul, qui marque des buts en ce moment en plus. Et puis ils se sont suicidés en concédant 2 cartons rouges à 1 minute d'intervalle. Kouyaté et Ferry qui se font sortir, un à la 83e, l'autre à la 84e. Et comment voulez-vous vous en sortir? Parce que évidemment, le match était déjà très mal emmanché, même si le but de Ferrat à la fin est totalement anecdotique, d'autant plus que le compte était monté sur le corner. Mais tu te prives de 2 titulaires pour le match suivant, voire les matchs suivants, selon la sévérité de la commission de discipline. C'est invraisemblable et incompréhensible. Et là, je pense qu'on peut commencer à annoncer que c'est foutu pour Montpellier, parce qu'évidemment, les équipes qui sont devant, que ce soit Le Havre aujourd'hui, même malgré la défaite, Saint-Étienne, on le verra plus tard, malgré la défaite au Parc, Nantes, tout ça montre quand même autre chose que cette équipe de Montpellier qui est un petit peu désespérante. L'autre match de 17h nous a offert un des vrais beaux matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, avec ce camp, pourquoi camp, Pierrot, ce Toulouse-Strasbourg, où je donnais pas cher de la peau des Strasbourgeois, puisqu'il faut savoir que quasiment l'intégralité de l'effectif plus et du staff a été victime d'une grippe cette semaine. Ça avait obligé un entraînement à être repoussé. Ils étaient 14 en comptant les jeunes à l'entraînement pendant 2 jours. Donc on pouvait supposer que les Strasbourgeois seraient pas bien fringants au stadium. Ben, c'est tout le contraire qui s'est passé. Le début de match des Strasbourgeois a été étincelant, alors évidemment bien aidé par la malencontreuse glissade de Guillaume Rest qui a laissé Méga marquer dans le but vide. Mais le deuxième but strasbourgeois est un des plus beaux buts depuis ce début de championnat, avec 12 passes, ça part de la surface alsacienne, Nanassi, Le Maréchal, Bakwa, Diarra et Méga. C'est-à-dire que tous les joueurs à vocation offensive de l'équipe ont touché la balle sur cette action. Et Méga, avec son air con et sa vue basse, qui marque ses 6e et 7e buts. Et surtout qu'il faut se souvenir que quand il était blessé, Strasbourg avait perdu ses 4 matchs. Et que depuis qu'il est là, il gagne tout le temps.
Donc voilà, derrière, il y a eu ce but malencontreux, alors d'Abouklal ou de Doucouré contre son camp, c'est comme on veut. Là-dessus, il y a eu... J'ai gueulé comme un putois hier sur les buts refusés à Tolisso et à Baldé lors de Brest-Lyon. C'est pas parce que ça concerne mon équipe chérie de Strasbourg que je vais pas parler du troisième but refusé à Emega pour un hors-jeu d'un bout de genou. Voilà, alors les curés du foot m'expliquent que, vous comprenez, monsieur Ménès, c'est binaire, hein, c'est binaire. Il n'y a pas d'interprétation, c'est hors-jeu ou c'est pas hors-jeu. Mais non, non. D'abord parce que la notion d'attaquant sur la même ligne, qui était quand même une des grandes règles du foot, a du coup totalement disparu. Et que, voilà, moi, de toute façon, j'en parlerai demain dans Face à Pierrot, parce que j'ai vu que j'avais une question là-dessus. Je suis pour l'introduction de la règle Wenger, où il faut que tout le corps de l'attaquant soit devant le dernier défenseur pour qu'il soit en position de hors-jeu. Alors évidemment, messieurs les curés, effectivement, il y a un moment où ça se jouera à 1 centimètre. Mais au moins, il y aura déjà, on aurait eu 3 buts de plus, rien que sur cette journée. La deuxième mi-temps a été animée beaucoup par les Toulousains, parce qu'évidemment, les Strasbourgeois ont un petit peu baissé de pied, d'autant que Rosenior n'a pas fait de coaching jusqu'à la 90e minute, ça faudra m'expliquer. C'est surtout la VAR qui a empêché à 2 reprises Toulouse de revenir. D'abord, après un péno, sifflé par Monsieur Bastien, et justement annulé par la VAR, puisque la faute de Santos était à l'extérieur de la surface. Puis un but de Magri refusé parce que McKenzie était devant Petrovic et a gêné son champ de vision. On n'est même pas sûr, parce que le ralenti est vraiment près de très loin, on n'est même pas sûr qu'il ait pas touché la balle sur cette occasion. En tout cas, avec cette victoire, la 3e consécutive, qui est plutôt une bonne idée avant d'aller à Marseille le week-end prochain, Strasbourg recolle à la 9e place. Et puis ce soir, le PSG accueillait une de ses victimes préférées au Parc des Princes, la Saint-Étienne. Et comme je l'avais dit dans mes pronos légendaires, on attendait de voir si les Verts d'Orneland allaient continuer dans le même état d'esprit que leur excellente première prestation avec l'entraîneur norvégien contre Reims. Et effectivement, le début de match des Verts a été épatant. Et voilà une équipe qui a ouvert le jeu et qui a tenté de faire quelque chose et qui a pas mis un pauvre bus devant ses 16 mètres. Évidemment, la qualité des Parisiens a fait la différence avec un doublé de Dembélé, le premier sur où il rentre sur son pied gauche et marque au ras du poteau, et le deuxième sur un penalty concédé par une main de Petro. Il y a eu ce but refusé à Barcola. Honnêtement, moi j'ai l'impression qu'il touche la balle. Visiblement, Monsieur Millot a eu une autre interprétation. Pas de scandale exceptionnel sur cette action. Le problème dans ce match, c'est que malgré une domination totale et pas mal d'occasions, encore plus de 20 tirs pour le PSG, Paris n'a plus marqué de but et que c'est pas la première fois que ça arrive. Et on a pu s'apercevoir que Ramos, qui marque souvent des buts lorsqu'il rentre dans le dernier quart d'heure, là il a erré comme une âme en peine dans un jeu qui n'est absolument pas conçu, je dirais même pas pour lui, mais même pas conçu pour un avant-centre. Et c'est quand même un des problèmes de ce PSG de Luis Enrique. Alors, il est bien évident que en Ligue 1, c'est un petit problème. J'ai peur qu'en Ligue des Champions, d'autant plus que arrive très vite maintenant, puisque c'est dans 10 jours, Manchester City au Parc. J'ai bien peur que ce problème finisse par être rédhibitoire. Voilà, les Verts ont réduit le score sur un coup franc de Davitashvili, sur lequel je ne dirais pas que la position du mur parisien et Donnarumma soit exceptionnelle. Mais voilà, c'est une victoire de plus pour Paris qui donc là maintenant creuse un écart décisif. Je parlais de rédhibitoire tout à l'heure, je pense que l'écart il est rédhibitoire par rapport à Monaco, Lille et Nice. Il y a que Marseille qui suit le rythme. Marseille est déjà à 7 points. 7 points, ça fait 2 jokers et demi pour Paris. Ça me paraît être abyssal
comme écart pour une équipe qui, rappelons-le, quand même invaincue depuis le début du championnat. Voilà mes petits amis de la forêt, avec intensité. On se retrouve demain pour Face à Pierrot, mardi pour un débrief de la coupe qui tournera quand même essentiellement autour de Marseille-Lille, et puis le lendemain pour les autres matchs. Et jeudi, un nouveau numéro des dossiers de Pierrot, cette fois-ci consacré non pas à Arsenal, mais à mon époque des Gunners, celle des Invincibles. Bah oui, parce que moi je me déplace pas quand c'est les équipes qui gagnent pas, vous comprenez. On est comme ça chez les Ménès. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne, bonne nuit, bye, à demain.